Lorsqu'un jeune homme, apparemment en bonne santé, meurt mystérieusement dans son sommeil, les enquêteurs pensent que sa lettre de suicide explique son geste. Elle parle de cœur brisé, de trahison et de jalousie. Mais l'histoire qu'elle révèle, et une experte en linguistique montre, une réalité bien différente. Un homme dort paisiblement et ne se réveille pas. Il est jeune et apparemment en bonne santé. A-t-il succombé à une défaillance cardiaque, à une embolie cérébrale, à une rupture d'anévrisme ou à une maladie indécelable? Une lettre d'adieu prouve au contraire qu'il s'est donné la mort. Alors avant de signer le permis d'inhumer, le médecin légiste prend la peine d'effectuer quelques analyses toxicologiques de routine. Et ce qu'il découvre remet tout en question. En 1992, tôt dans la matinée, une équipe médicale d'urgence se rend dans un appartement de Raleigh, en Caroline du Nord. Sur place, ils découvrent un jeune homme inconscient dans son lit. Un rapide examen indique qu'il est mort. Cet homme n'avait aucun signe de traumatisme crânien ou thoracique, ni aucune blessure qui aurait pu expliquer pourquoi il était mort. Il avait l'air d'un jeune homme en bonne santé. La victime, Michael Hunter, était un jeune diplômé de 23 ans, ayant une brillante carrière de programmateur informatique. Son colocataire dit à la police que Michael était inconscient quand il a essayé de le réveiller pour aller au travail. Le rapport de l'équipe médicale indique qu'il avait l'air d'être allé se coucher et de ne s'être jamais réveillé. Quand j'ai appris que Michael était mort, j'ai été anéantie. Il était mon rayon de soleil. Nous avions traversé tant de choses ensemble, Michael et moi. Alors, en apprenant la nouvelle, je ne savais pas comment je pourrais continuer sans lui. L'autopsie officielle a lieu 2 jours plus tard. L'examen initial n'a révélé aucun problème médical intrinsèque pouvant expliquer sa mort, ni aucun signe de blessure qui aurait pu avoir un quelconque rapport. À ce moment-là, on a consulté le médecin légiste en chef de l'État de Caroline du Nord. Il a été décidé que des examens toxicologiques supplémentaires devraient être faits. Les analyses toxicologiques du sang de la victime disent tout autre chose. Michael avait dans son système des traces de 2 médicaments, de la diphénhydramine et de l'hydroxyzine. Il avait aussi une dose mortelle de lidocaïne. C'est un produit que l'on injecte. On ne peut pas l'acheter sans ordonnance. On entend parler de gens qui ingèrent accidentellement de l'insecticide ou d'enfants qui prennent des médicaments. Là, ce n'est pas possible. La lidocaïne est un anesthésique. On l'utilise parfois dans des situations d'urgence médicale pour stabiliser le rythme cardiaque. L'effet est très rapide. Des battements de cœurs irréguliers peuvent retrouver un rythme normal très rapidement, avant même d'arriver à l'hôpital si vous êtes dans une ambulance. Michael Hunter a succombé à un cocktail explosif de médicaments. Il n'a notamment pas survécu à une dose massive de lidocaïne, un anesthésique puissant que les médecins urgentistes utilisent parfois pour stabiliser le rythme cardiaque. Or, interrogés à ce sujet, les secouristes affirment n'avoir injecté au jeune homme aucun produit. Cette anomalie intrigue les enquêteurs et les médecins. Ils ont dit qu'ils ne lui avaient donné aucune lidocaïne parce que Michael était mort et qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Je trouverais ça très étrange qu'il y ait de la lidocaïne dans le système d'une personne que l'on n'a pas essayé de réanimer. La mort de Michael Hunter anéantit sa famille. Et ce n'est qu'à l'enterrement de leur fils que ses parents apprennent le secret qu'il leur cachait. La vérité sur sa sexualité. Je n'en savais rien. J'imagine que j'étais un peu naïve, mais je ne me doutais pas que Michael était homosexuel.
Malheureusement, ces révélations, en plus de la mort de Michael, sont un trop grand choc pour son père, Jim. Il n'a pas pu accepter le fait que quelqu'un puisse tuer son fils et qu'il ne puisse rien y faire. Ça l'a plongé dans une dépression de laquelle il n'a pas réussi à sortir. Et il s'est suicidé. À présent, la mère de Michael pleure la perte d'un fils, mais aussi d'un mari. C'était une situation accablante. Mais nous nous sommes soutenus et ça nous a rapprochés. C'est ce qui nous a fait tenir. Michael avait 2 colocataires, Gary Walston, un architecte paysagiste, et Joseph Manino, 26 ans. Manino était étudiant en médecine à l'université de Caroline du Nord de Chapel Hill. Il venait de terminer sa 4e année d'études, mais il n'avait pas encore passé l'examen qui le titulariserait en tant que médecin. C'était une relation non conventionnelle, dans le sens où une relation implique généralement 2 personnes. Le fait qu'une 3e personne soit impliquée a amené une dynamique très différente et dans un sens très excitante. Mais ça a aussi amené des problèmes qu'aucun d'entre nous n'avait anticipés. Dans presque tous les sens du terme, les 3 colocataires se considéraient comme des partenaires dans la vie. Ces 3 hommes vivaient un triangle amoureux homosexuel, selon leurs propres termes. Ils s'étaient même échangé des bagues et s'étaient promis de rester fidèles les uns aux autres. C'était leur arrangement. Mais des problèmes n'ont pas tardé à apparaître entre eux. Le principal étant que Michael Hunter ne s'entendait pas avec Joseph Manino. Mike et Joe ont commencé à ne plus s'entendre. Ce qui était difficile pour moi, parce que je n'avais aucun problème avec l'un ou l'autre. Finalement, Gary et Michael ont décidé que Joseph Manino devait s'en aller. En gros, on a annoncé à Joe qu'il allait devoir déménager. Je crois que c'était une semaine avant que Mike ne soit tué. Avant cela, les 3 partageaient le même lit. Mais Joseph Manino devait à présent dormir sur le canapé du salon en attendant de trouver un autre endroit où habiter. Gary et Michael formaient un duo dans lequel il n'y avait pas de place pour Joe. Et c'est comme ça que les choses se sont dégradées et que Joe s'est retrouvé tout seul. Puisque Gary était absent quand Michael est mort, Joe Manino devient le principal suspect. En tant qu'étudiant en médecine, Manino pouvait avoir facilement accès à la lidocaïne et savait certainement comment faire une injection. Les enquêteurs s'interrogent. La rupture du triangle amoureux serait-elle à l'origine du décès de Michael Hunter? À moins que les préférences sexuelles du jeune homme n'aient provoqué la haine d'un homophobe. En 2009, aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté une mesure pour étendre le statut de crime de haine aux violences contre les homosexuels. Le crime de haine, dans le droit fédéral américain, est un héritage de l'époque de la lutte pour les droits civiques. Cette législation avait été votée au lendemain du meurtre de Martin Luther King en 1968 pour punir spécifiquement les violences liées à la race, la couleur de peau, la religion ou l'origine nationale. La disposition adoptée par le Congrès étend maintenant cette notion aux personnes handicapées et aux homosexuels. Personne ne sait ce qui est arrivé dans l'appartement cette nuit-là, à part Joe Manino et Michael Hunter. Et Michael est mort. Interrogé par la police, Joe Manino révèle une information inattendue. Il reconnaît que la nuit où Michael est mort, il lui a fait une injection d'antihistaminique pour soigner sa migraine. Les antihistaminiques sont un traitement reconnu mais peu courant des migraines. Il s'agit bien des substances détectées dans l'examen toxicologique. Il a dit « Je lui ai fait une piqûre pour le relaxer, mais c'est tout. » Je lui ai demandé « Lui avez-vous injecté de la lidocaïne ?» Il a répondu « Non. »
Peut-être qu'il avait une migraine, je n'en sais rien. Et Joe lui a donné quelque chose pour qu'il dorme plus paisiblement. Qu'un étudiant en médecine administre des médicaments sans la présence d'un médecin titulaire est une violation de l'éthique médicale ainsi que de la loi de Caroline du Nord. Cet aveu met immédiatement la carrière de Manino en péril. Il allait complètement ruiner tous ses efforts pour être médecin. Il ne serait jamais titularisé. Les enquêteurs découvrent une autre preuve possible. Une lettre sauvegardée sur une disquette parmi les affaires de Michael Hunter. J'ai commencé à la lire et on pourrait la décrire comme le brouillon d'une lettre de suicide. La lettre, que l'on suppose écrite par Michael avant sa mort, explique qu'il pense être séropositif et qu'il va mettre fin à ses jours. Les enquêteurs veulent s'assurer que c'est bien Michael qui a écrit la lettre et se tournent vers le docteur Carol Chasky, une experte dans le domaine de la linguistique médico-légale. J'avais là un document purement électronique. C'était un simple fichier informatique laissé sur une disquette. Ça n'avait rien de matériel. J'entends par là qu'il n'y avait ni encre, ni écriture, ni papier. Dans un sens, c'était presque du langage pur. La linguistique n'est pas tant l'étude de ce que les gens disent, mais de comment ils le disent. La façon dont les gens combinent les mots pour faire des syntagmes et des phrases s'appelle la syntaxe. Je pense que ce qui caractérise l'utilisation du langage, c'est l'agencement des syntagmes simples et complexes qu'une personne va utiliser par rapport à un agencement simple contre un agencement complexe chez une autre personne. On donne au Dr Chasky des échantillons connus de l'écriture de Michael Hunter afin qu'elle les compare avec la lettre de suicide. À l'aide d'un nouveau programme informatique baptisé Alias, un système informatique d'identification linguistique d'auteur, le Dr Chasky réduit chaque document à sa plus petite composante, c'est-à-dire les mots. Le programme reconstruit ensuite intégralement chaque phrase et analyse la façon dont les mots sont combinés les uns aux autres. Dans le document, nous pouvons comparer à quelle fréquence apparaissent les syntagmes simples et les syntagmes complexes de chaque catégorie, nom, verbe, adjectif et ainsi de suite. Dans la lettre de suicide, le Dr Chasky remarque un emploi caractéristique des conjonctions des mots tels que « et » ou « mais ». Celles-ci ne sont pas utilisées pour relier des syntagmes, mais des phrases. C'est un agencement de phrases et non de segments plus petits. La lettre montre également un emploi particulier des adverbes. Au lieu d'employer simplement un adverbe, l'auteur a la manie d'en combiner plusieurs. Cette particularité ne se retrouve pas dans les échantillons d'écriture de Michael. Par conséquent, au vu des résultats de l'analyse, j'en conclus que Michael Hunter n'est pas du tout l'auteur de cette lettre de suicide. Elle examine ensuite des échantillons connus de l'écriture de Joe Manino. Dans la lettre de suicide, on remarque un plus grand nombre d'adverbes complexes que de simples. Et c'est la caractéristique que l'on retrouve dans l'écriture de Joseph Manino. Beaucoup d'adverbes complexes. La lettre de suicide n'a pas été écrite par Michael Hunter, mais a certainement été écrite par Joseph Manino. Je pense que la famille pouvait conclure que non seulement la lettre de suicide était fausse et trafiquée, mais que les affirmations qu'elle contenait étaient sans fondement. Les parents de Michael n'ont jamais cru que leur fils s'était suicidé. Je savais que Michael n'avait pas écrit cette lettre. Je savais qu'il ne s'était pas suicidé. J'étais donc très reconnaissante envers les linguistes qui ont prouvé ce que je savais depuis toujours, que Michael ne l'avait pas écrite. Je crois que la lettre a probablement été l'un des premiers signaux qui m'ont fait réaliser que tout ça n'avait plus aucun sens. Nous venons de le voir,
Les linguistes médico-légaux sont capables d'analyser le contenu écrit ou imprimé de documents. Ils repèrent les tics de ponctuation, de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire, de syntaxe. Grâce à une indexation de la fréquence des mots et de certaines associations, l'analyse informatique des documents permet de vérifier la provenance de textes douteux. Ce système très efficace a permis d'invalider la pseudo-lettre d'adieu de Michael Hunter. Par ailleurs, une analyse de sang a mis en évidence que le jeune homme n'était pas porteur du virus du sida. Enfin, dernier élément plaidant en faveur de l'assassinat, la dose mortelle de lidocaïne lui a été injectée par un tiers et l'a foudroyé en moins de 2 minutes. L'aiguille aurait dû rester dans son bras. Et si ce n'était pas le cas, elle aurait dû tomber par terre. Aucune seringue n'a jamais été retrouvée dans la chambre de Michael. En apprenant les résultats de l'analyse linguistique, Joe Manino modifie son histoire. Il reconnaît avoir écrit la lettre de suicide. Il ajoute que Michael se plaignait d'une migraine la veille de sa mort et qu'il lui a donc fait une injection de lidocaïne pour atténuer la douleur. Il affirme que la surdose n'est qu'un accident. Joe était très calme. Il vous parlait, puis il se mettait à pleurer un peu, puis il vous parlait à nouveau. Ça a éveillé mes soupçons. Si je pleurais la perte de quelqu'un, je pleurerais tout le temps et non par à-coups. En 1993, Joe Manino est inculpé de meurtre au premier degré pour le décès de son ancien partenaire, Michael Hunter. Joe Manino avait beaucoup à perdre. Un brillant avenir l'attendait. Il était à quelques semaines d'obtenir son diplôme de médecine à l'Université de Caroline du Nord. Il allait être titularisé. Il avait une brillante carrière devant lui. Les procureurs pensent que Manino était un amant éconduit au sein d'un triangle amoureux et qu'il a tué Michael Hunter avec une dose mortelle de lidocaïne afin d'avoir Gary Walston pour lui tout seul. Manino affirme que Hunter lui a demandé cette injection pour l'aider à faire passer sa migraine et qu'il lui a accidentellement donné une trop grande dose de lidocaïne. Gary Walston, l'ancien partenaire de la victime et de l'accusé, n'y croit pas. Mike avait souvent des migraines, parfois assez fortes. Et il arrivait que Joe lui propose de lui donner quelque chose pour le soulager. Mike refusait toujours. Il existe des cas médicaux dans lesquels la lidocaïne a été utilisée en petite quantité pour soigner les migraines. Manino affirme qu'il ne voulait administrer qu'une dose suffisante pour calmer la douleur de son ami. Mais les procureurs disent que Manino a tué Michael Hunter et qu'il a ensuite rédigé une lettre de suicide pour faire croire qu'Hunter avait mis fin à ses jours. Quand Manino a vu que cela ne marchait pas, il n'a pas eu d'autre choix que de parler d'accident. Il était peut-être intelligent en ce qui concernait les études, mais les gens qui commettent des crimes, surtout comme ça, ne voient pas très loin. Les procureurs affirment que la mort d'Hunter est en fait un meurtre prémédité et que Joe Manino l'avait planifié depuis des semaines. Ils disent qu'il a attendu que le troisième colocataire, Gary Walston, ait quitté la ville pour affaire. Puis, une fois Michael Hunter endormi, il s'est glissé dans sa chambre et lui a injecté un cocktail mortel d'antihistaminique et de lidocaïne. Joe est entré, a rempli une seringue de lidocaïne et lentement, et avec beaucoup de précaution, il a introduit la seringue dans le bras de Mike et a fait l'injection. Puis il a retiré la seringue et avant même qu'il ne quitte la chambre, Mike était mort. Naturellement, les enquêteurs demandent si Michael aurait pu sentir la piqûre en dormant. Il est tout à fait concevable qu'une personne bien entraînée puisse placer l'aiguille sans vous réveiller et vous administrer le médicament. Et vous ne vous réveillerez plus jamais. Mais Joe Manino était-il capable de commettre un meurtre? J'ai eu beaucoup de peine à croire qu'il ait pu faire quelque chose comme ça.
Mais les faits étaient indéniables. Je veux dire, Mike était mort. Il était avec lui. Il était le seul présent avec lui. Il était le seul à avoir les moyens de le faire. Tous ces faits le pointaient du doigt et je ne pouvais pas l'ignorer. Après 3 semaines de procès, Joseph Manino est reconnu coupable d'homicide involontaire. Il est condamné à 7 ans de prison et ne pourra plus jamais exercer la médecine. Certains des jurés pensent qu'il est possible que Michael Hunter ait accepté l'injection de lidocaïne. La question sur laquelle le jury a débattu était « Mike était-il d'accord ou non ?» Joe dit qu'il était d'accord. Tous les amis de Mike disent que non et qu'il n'aurait jamais dit oui. Mais bien sûr, Mike ne pouvait pas nous le dire. J'ai été un peu surpris, un peu en colère, en fait très en colère. Parce qu'en fait, cet acte a détruit une partie de la vie d'énormément de gens. Ma famille, celle de Mike, celle de Joe. Et j'avais le sentiment que la punition n'était pas égale au crime. C'était terminé. Rien de ce qu'il ferait à Joe ne pourrait ramener Michael. Et je voulais juste que nos vies continuent. Bien qu'il reste des questions sur le verdict, l'examen médico-légal de la lettre de suicide a été inestimable. Je pense que la linguistique médico-légale a contribué à prouver que Joe était impliqué dans la mort de Mike et qu'il le dissimulait. C'était la toute première fois que la linguistique était utilisée dans une enquête policière pour aider à arrêter le coupable. Je pense que c'est un outil formidable. On devrait l'utiliser quotidiennement. Michael Hunter a succombé à une overdose de lidocaïne. En inhibant les conductions nerveuses, la lidocaïne remplit son rôle d'anesthésiant local. Mais elle peut aussi provoquer l'arrêt cardiaque si elle est directement injectée dans le système sanguin, comme ce fut le cas ici, avec une intention criminelle. Suite à cette affaire, Carol Chasky, la linguiste médico-légale qui a analysé la fausse lettre d'adieu de Michael Hunter, a développé son logiciel de reconnaissance écrite grâce à une bourse octroyée par l'Institut national de la justice. Elle poursuit ses travaux avec succès, prouvant que la linguistique peut différencier les individus avec autant de fiabilité que les empreintes digitales ou la signature ADN. Enfin, Joseph Manino, le tueur étudiant en médecine, a passé 7 ans derrière les barreaux. À sa sortie de prison, il a menti sur son passé pour reprendre des études et obtenir un diplôme d'infirmier. Après avoir travaillé dans 2 hôpitaux, il a été démasqué en 2008 et une nouvelle interdiction d'exercer un métier de santé lui a été infligée. Cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de nous être fidèles. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes impossibles.